Janvier 1901. Le 19e siècle s'achève avec une surprenante exactitude. Plus étonnant encore, le destin marque cette heure solennelle en rappelant à lui la plus ancienne souveraine du plus grand empire qu'ait connu l'histoire. Victoria, impératrice des Indes, reine d'Angleterre et maîtresse du quart des terres émergées du globe, meurt après 63 ans de règne. Deux empereurs et deux rois, 24 princes et 13 altesses royales suivent son cercueil, sans oublier le président d'une France républicaine. L'Europe triomphante, celle de la révolution industrielle et médicale, celle de l'expansion coloniale et du rayonnement culturel, s'est rassemblée comme pour célébrer la fin d'un siècle de prodigieux essor. Aux côtés du nouveau souverain Édouard VII, c'est la continuité des régimes, la permanence des empires et la stabilité des sociétés que personnifient ces maîtres de l'univers. Le monde de 1900, surtout hors d'Europe, ressemble encore beaucoup aux sociétés d'autrefois, organisées autour d'un monde paysan, immobile et silencieux. Presque toute l'humanité vit encore de la terre et à la terre, obéit à des rythmes naturels et selon des méthodes traditionnelles. Et l'horizon quotidien ne dépasse guère les limites du terroir où l'on naît, où l'on se marie, où l'on se retrouve pour battre en commun le blé, où la bataille qu'il faut gagner chaque année est celle du pain. Et la ville reste lointaine pour la plupart des gens qui ignorent l'eau courante, s'éclaire à la lueur des bougies ou des lampes à pétrole. Pourtant, c'est bien la ville, avec ses avenues, ses immeubles et ses monuments, qui incarnent la confiance des Européens dans l'avenir et qui fondent le sentiment de leur supériorité. À Londres ou à New York, le tintamarre permanent des milliers de chevaux traînant les omnibus, les voitures de livraison, les attelages, donne le sentiment d'une agitation et d'une prospérité inouïe. Un nouveau paysage urbain se dessine. On y trouve les ateliers des vieux quartiers à côté de véritables villes nouvelles, fondées sur la métallurgie, l'industrie électrique et déjà l'automobile. Le mythe d'une belle époque se forge. Il y a eu le tramway, l'automobile. Ensuite, on est arrivé à l'astronautique et aux fusées. Mon siècle est vraiment très intéressant. Je suis contente d'avoir vécu ce siècle. Le travail et le succès paraissaient aller de pair en ce temps-là, ce qui n'empêchait pas les gens de croire que chacun avait une place naturelle dans la société. Même les distractions semblaient cloisonnées. Au café-concert du Populo répondaient les réceptions mondaines ou les après-midi aux courses, avec chacune leurs rites, leurs vêtements, leur langage. Mais derrière ce décor splendide et rassurant, la réalité est autrement plus rude. La belle époque, c'était pour les riches. Hein, les gens qui pouvaient s'habiller, qui pouvaient bien manger, que tout. Seulement l'ouvrier mangeait la ratatouille à couenne. Hein? C'était pas la belle époque pour tout le monde. Pour les pauvres, survivre est un combat de tous les jours et les familles ne doivent compter que sur elles-mêmes. Si on est sans travail ou sans domicile, on ne reçoit aucune aide de l'État. Seuls quelques rares pays, comme l'Allemagne, grâce à Bismarck, pratiquent un embryon de protection sociale. Seule l'assistance privée, religieuse ou philanthropique intervient ici ou là pour soulager les misères. En contraste, les expositions universelles sont l'occasion de célébrer la cohésion des grandes nations, leur prospérité et leurs espoirs, en particulier à l'approche du siècle nouveau. En 1900, le monde entier s'est donné rendez-vous à Paris. Plus de 50 millions de visiteurs s'y pressent. Ils ont le sentiment de participer à l'histoire du siècle naissant. Et ils ne doutent pas d'un avenir radieux.
Ce n'est pas seulement à la naissance d'un Paris moderne flambant de l'électricité qu'ils assistent, mais au spectacle du monde d'1 milliard d'habitants, résumé entre le Grand Palais et la Tour Eiffel. Je me souviens très bien de l'exposition de 1900. J'avais 6 ans. J'ai vu des gens avancer sans marcher. Alors ça m'intriguait, j'ai demandé à ma mère. Et ma mère m'a dit, c'est un trottoir roulant, c'est le premier trottoir roulant qui existe. Alors ça m'intéressait beaucoup et ça m'est resté jusque maintenant. Le trottoir roulant suscite l'enthousiasme. Les visions futuristes d'un Jules Verne semblent se concrétiser. Chacun peut même immortaliser sa visite depuis que 5 ans plus tôt, le Français Louis Lumière a inventé le cinéma. Les monuments n'ont plus seuls le privilège d'incarner la mémoire des générations. En découvrant les pavillons des 5 continents, l'homme de 1900 se donne le plaisir de comparer la puissance industrielle allemande ou le génie inventif des Américains, promoteurs de l'énergie du futur, l'électricité. L'homme de 1900 rêve à la découverte des terres encore inconnues d'Afrique, au moyen de relier entre eux des morceaux d'empire, et songe à la conquête d'autres planètes. Il espère que ces machines réduiront la peine des hommes, lui économiseront des forces et, pourquoi pas, l'aideront à vivre plus longtemps. Il a oublié les rivalités économiques, le souvenir des guerres et des massacres. Les hommes de 1900 croient que le XXe siècle sera l'Eldorado. Qu'est-ce qui pourrait bien troubler cet optimisme? À l'Expo de Paris, comme lors des funérailles de Victoria, la longue cohorte des peuples colonisés, Maharaja en tête, témoigne d'un ordre international enfin assuré. Ce ne sont pas la guerre des Boers à la pointe extrême de l'Afrique, ni la révolte des Boxers dans une Chine méconnue qui vont inquiéter les Européens. Ne sont-ils pas en paix depuis 30 ans? Les Britanniques ne doutent donc pas plus de la supériorité de la race blanche que de la leur en particulier. En un sens, on était désolé pour eux. Bien sûr, quand on voyait un homme de couleur, on disait « Attention, c'est un négro ». Nous étions de vrais insulaires. Nous étions fiers de cet empire, indéniablement. L'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. L'Inde est bien le joyau de l'Empire, puisque 5000 Britanniques seulement administrent un continent peuplé de 290 millions d'âmes. L'Afrique n'échappe pas non plus à la domination européenne. En ce début de siècle, les puissances s'y disputent les dernières terres indépendantes. En particulier au Maroc, où en 1912, le général Lyautey entre à Fès, achevant ainsi de constituer pour la France le deuxième empire du monde, vaste de 10 millions de kilomètres carrés et peuplé par 45 millions d'habitants. Il s'agit, par l'école et la vaccination, de les transformer en loyaux sujets, à défaut d'en faire des citoyens. Même la Chine, le plus vieil empire de l'histoire, où vit un quart de la population du globe, se trouve presque colonisée. Son indépendance est fictive depuis qu'en 1900, un corps expéditionnaire international a maté la révolte des Boxers, les mercenaires de l'Empire, signe que les Européens savent oublier leurs dissensions pour se partager le gâteau chinois. En 1911, la dynastie mandchoue est détrônée, victime de son impuissance, et la République est proclamée. Dans le peuple, personne n'était heureux.
Quand Sun Yat-sen a déclenché la révolution, la vie est devenue meilleure. L'empereur avait abdiqué, le pays n'était plus à sa botte, tout le monde se réjouissait de la révolution. Les gens étaient enfin libres. En fait, la révolution est confisquée par des généraux et la Chine s'enfonce durablement dans l'anarchie et la guerre civile. Le Japon offre l'exemple du contraire. Il s'est mis en une génération à l'école de l'Occident. Il lui a emprunté les secrets de sa modernisation et les ressorts de la puissance. Le pays ne renie pas pour autant ses traditions, et l'empereur est à la fois le symbole du Japon, en même temps qu'il détient toute la réalité du pouvoir. Ils ont élargi les rues. Avec l'éclairage électrique, la ville est devenue plus vivante le soir. Les Japonais copient jusqu'à la mode vestimentaire des Occidentaux, symbole de la modernité plus encore que de la réussite sociale. Nous avons fait la fête pendant 3 jours avec les tambours promenés sur un char dans les rues du village. Le Japon est devenu une puissance avec laquelle il faut compter. En 1904, le Japon se sent assez fort pour disputer à la Russie la domination en Extrême-Orient. À la surprise générale, sa flotte moderne envoie par le fond les navires russes à Tsushima. Pour la première fois, un peuple de couleur triomphe d'une nation européenne. La leçon ne sera pas oubliée. Le Japon avait remporté une grande victoire contre la Russie et nous n'avions plus peur des étrangers. Nous croyions que le Japon était protégé par Dieu et qu'à l'avenir, nous ne perdrions plus jamais aucune guerre. C'était aussi simple que ça, nous n'avions plus peur des étrangers. Je savais que le monde se développait considérablement et j'ai pensé que je devais avoir un métier adapté à ce monde en évolution. Pour avoir ignoré cette montée en puissance, les Russes sont les premiers à en payer le prix, malgré leurs 90 millions d'habitants. Dans une Europe libérale, l'Empire russe représente le dernier bastion de l'ordre ancien, peuplé en très grande majorité de paysans qui n'ont été affranchis du servage qu'à la génération précédente. Sergueï Boutsko est né dans un de ces villages de la Russie blanche. La moitié de la population était pauvre, terriblement pauvre. Le propriétaire foncier, le maître de notre district, vivait à Varsovie. Il y faisait la fête, d'après ce qu'on dit. Parfois, il venait collecter l'argent auprès de l'intendant. Et puis, il repartait à Varsovie. Pas de vie politique. Tout le pouvoir est entre les mains d'un tsar qui proclame « Que nul ne l'ignore, je maintiendrai sans défaillance les principes de l'autocratie ». Au service d'une dynastie dont on s'apprête à célébrer le tricentenaire, il y a une bureaucratie centralisée, une armée fidèle et le soutien de l'Église orthodoxe.
Mon père disait toujours que la vie sans un tsar était impossible. Peu importaient les difficultés des travailleurs, il fallait un tsar. Dans ma famille, on ne disait jamais un mot contre le tsar. Ce qu'on disait de lui à l'usine, je l'ignore. Mais cette société est ébranlée par un vigoureux développement économique. Grâce aux capitaux étrangers, surtout français, est construite en 10 ans la première voie ferrée reliant l'Europe à l'Asie. Le transsibérien, tracé au prix de la sueur et souvent du sang de milliers de travailleurs, pas toujours volontaires, ouvre le front pionnier comparable au Far West. Dans les usines, on ne parle pas de progrès, mais de la misère et des cadences de travail éreintantes. À la résignation succède peu à peu la revendication. Max Kleinman en est le témoin. Les gens étaient mécontents. Dans les meetings, ils criaient « À bas l'autocratie !» Ils voyaient dans le tsar le symbole du régime autocratique qui tenait la Russie dans une poigne de fer, avec à côté le peuple qui se battait pour survivre. En 1905, en pleine guerre contre le Japon, les ouvriers adressent une pétition au tsar. On nous réduit à la mendicité, on nous écrase, on ne nous écoute pas. En guise de réponse, l'armée ouvre le feu sur les manifestants. Une vague de grève déferle sur la Russie et l'exigence d'une réforme politique prend de l'ampleur. De petits groupes de révolutionnaires y voient une occasion de renverser le tsarisme et n'hésitent pas à s'insurger. Alexandre Briansky est du nombre. On parlait tous de la révolution et on chantait. Frères et compagnons intrépides, nous marchons d'un même pas. Nos esprits vont s'affermir dans la lutte pour l'union fraternelle, la vie et la liberté. Nous nous engageons corps et âme. Nous, les jeunes, on allait sur les barricades. Je me rappelle comment on renversait les tramways tirés par des chevaux. Nous avions fait basculer le tram qui traversait la place Astrojna. En octobre, le tsar est contraint d'accorder une constitution et l'élection d'une assemblée législative, la Douma. Les peuples européens, perplexes, s'interrogent sur l'avenir d'une nation qui semble écartelée entre le passé et l'avenir. Les États-Unis fascinent autant que la Russie, mais pour d'autres raisons. Leur dynamisme, un capitalisme qui ne connaît pas de barrières, la modernité des méthodes industrielles et l'étonnante prospérité de ses citoyens, de tous les citoyens, du moins à première vue. Du métro aérien aux chemins de fer transcontinentaux, dans leur progression vers l'ouest, les Américains ont désormais la maîtrise de tout leur territoire, vaste comme un continent. Des salaires élevés stimulent la consommation. Le crédit n'est pas tabou, comme en Europe. Et la publicité n'a rien à voir avec la timide réclame du vieux continent. Dans la recherche du confort, les maisons que se construisent les Américains n'ont plus rien à envier à l'excellence anglaise. En 1900, mon père construisait une maison. Le gaz et l'électricité commençaient à être utilisés très largement. Il a donc demandé au maître d'œuvre ce qu'il devrait faire installer, le gaz ou l'électricité. On lui a répondu, le gaz sans hésitation, l'électricité c'est une mode, ça ne durera pas. Alors on a eu le gaz. L'électricité s'installe dans la vie quotidienne des Américains quand elle reste un luxe partout ailleurs.
On s'en sert même pour lancer de nouvelles attractions, comme dans le parc de Coney Island, à portée de voiture de New York. Pour des millions d'Américains de fraîche date, les lumières de la ville restent les inaccessibles signaux d'un monde pourtant déjà meilleur. Poussés par la pauvreté, le chômage, la misère et la faim, près de 30 millions d'immigrants ont en un demi-siècle élu les États-Unis terre de leur rêve d'emploi. Ces fils de paysans à qui l'on n'offre ni terre ni travail quittent des campagnes surpeuplées et partent pour les États-Unis avec leur seule richesse, leurs bras. D'autres, moins nombreux, sont chassés par l'intolérance politique, le racisme et l'antisémitisme. Ainsi, les Juifs de Russie ou de Roumanie fuient les pogroms et les persécutions. Choix courageux et coûteux car certaines familles ne peuvent payer le passage à tout le monde. Nellie Gillenson doit ainsi abandonner ses parents en quittant l'Italie pour New York au début de l'année 1910. Je n'oublierai jamais les adieux avec ma mère. Elle me serrait très fort dans ses bras et moi aussi je la serrais fort. Les gens voulaient me détacher de ma mère, mais elle ne voulait pas me lâcher. Pendant des années, à chaque fois que j'y ai pensé, j'ai pleuré. Mais je n'ai jamais revu ni mon père, ni ma mère. Des nations européennes les plus déshéritées, l'Irlande, l'Italie, les Balkans, les laissés pour compte de la prospérité, partent tenter leur chance outre-Atlantique. Le voyage était très pénible. Il ne se passait pas un jour sans que les passagers prient pour arriver en Amérique. Nous étions dans l'entrepont, un étage à l'intérieur du bateau. Nous avions des couchettes doubles. Ma mère et mon petit frère dormaient en bas, et nous, les plus grands, dormions au-dessus. C'était bondé. Il y avait beaucoup de gens malades, surtout les personnes âgées. Un jour, nous étions en train de jouer sur le bateau. Un marin balayait le pont. Soudain, il s'est mis à hurler. Il montrait quelque chose du doigt. Il parlait une langue que je ne connaissais pas. Mais il criait « America, America » en montrant quelque chose. Nous avons tous regardé et d'un seul coup, on a vu l'Amérique. On a vu la Statue de la Liberté. Tout le monde criait et chantait. C'était le bonheur. Quand j'ai posé le pied sur le sol de l'Amérique, je voulais l'embrasser. J'ai dit « Dieu bénisse l'Amérique ».
Il faudra longtemps pour que leurs rêves se concrétisent. Mais ils ont beau se trouver cantonnés au ghetto de Lower East Side, travailler 60 heures par semaine dans les ateliers des grandes métropoles et, pour de longues années, connaître de Chicago ou de New York les arrière-cours plutôt que les gratte-ciel, ce voyage reste une libération. New York, à cette époque-là, c'était le paradis. Signe de ces temps meilleurs, les représentations de cinématographes où se trouvent rassemblés immigrants de la veille et américains de souche, communiant dans le même plaisir de ces scènes de la vie quotidienne, tournées en ridicule par le génie d'un Max Linder. La jeune Amy Sears découvre cela en 1903. J'étais aux anges. Je disais, regarde, regarde. J'étais assise sur les épaules de mon père et je regardais. Oui, c'est bien celui-là. Il secoue le flacon, en met un peu sur sa main et commence à frotter. Et plus il frotte, plus les cheveux poussent. Et il se retrouve avec une magnifique tignasse. J'étais vraiment aux anges. En Europe aussi, l'existence ne se réduit plus au travail pour la survie. Anglais et Français découvrent les loisirs. Ce temps n'est pas si vide, mais rempli par le plaisir. Enfin, j'ai le souvenir de ce train-là parce que j'avais quand même en 1905, j'avais 9 ans. Donc je me souviens, oh, c'est tout à fait ça. Les femmes avec leurs chapeaux, on était toujours coiffés. Alors ça descendait sur les quais, ça bavardait, etc. Et c'était prêt à rejoindre toujours rapidement, de rejoindre rapidement la plage. Voilà. L'essentiel, c'était d'aller à la mer. Ben voilà, je vois une femme qui sort du bain avec son grand maillot. Voilà comme elles étaient à ce moment-là, c'est exact. L'eau est assez froide, hein. Et il y avait de quoi pousser des petits cris quand elles se mettaient dans l'eau, ce qui était très très amusant à regarder. Même les exploits de la technique deviennent matière à distraction. Plus encore que l'automobile, la conquête de l'air fascine les foules. À l'été 1909, Jeanne Plouvin est un témoin privilégié de l'exploit de l'aviateur Louis Blériot qui franchit la Manche. C'était un événement, hein. Quand nous avons su que Blériot allait partir, tous les enfants du quartier, tout le monde, les grands, les petits, tout le monde s'est rassemblé dans une plaine. On avait coupé les blés, et alors on était là dans les champs de blé, mais derrière les cuves à pétrole. Parce qu'on n'avait pas eu le droit d'approcher. Hein. Ah non, mais écoutez, ça aurait été trop dangereux. Farman et Breguet avaient donné l'exemple, mais traverser la Manche, c'était dominer les contraintes de la géographie au risque de sa vie. C'est un ingénieur, hein. C'est un monsieur. Très audacieux, parce qu'il savait qu'il risquait la mort, hein. On a entendu le bruissement du moteur. Il a roulé un petit peu, il a monté tout doucement, puis il a parti droit.
tout le monde a applaudi. Et tout le monde a fessé, tout le monde criait. On criait « Bravo, bravo !» Après un départ sans problème, Blériot vole 10 minutes dans la purée de pois avant d'apercevoir la côte anglaise et d'atterrir à Douvres, comme s'il avait franchi le plus redoutable des océans. Des deux côtés de la Manche, l'enthousiasme populaire est à la mesure de l'événement et Blériot est accueilli triomphalement à Calais lors de son retour. Blériot a réussi la traversée, Blériot a réussi la traversée. Ça se criait sur les boulevards partout. Et c'était une joie immense quand on a su qu'il avait atterri sur les falaises d'Angleterre. Tout le monde a applaudi, tout le monde était heureux. C'était une victoire française, hein. Chaque avancée de la science contribue autant à exalter l'optimisme général en faveur du progrès que l'amour-propre national. Lorsque les Britanniques mettent à flot le plus grand paquebot de tous les temps, le Titanic, tout le monde s'extasie sur ce navire insubmersible, produit de la meilleure technologie navale. Son voyage inaugural, en 1912, devait être le couronnement de la belle époque et d'une certaine douceur de vivre. Le naufrage du Titanic, après avoir heurté un iceberg au large de Terre-Neuve, allait faire ressurgir les peurs ancestrales de la course au progrès. Au nombre des passagers figurait la famille Hart, Benjamin, Esther et leur fille Eva. Mon père nous a mis, ma mère et moi, dans un bateau de sauvetage. Il m'a dit « Sois gentille et tiens bien la main de ta maman ». Et j'étais sûre qu'il allait suivre. N'importe quel enfant qu'on porte et qu'on met dans un bateau, comme ça, pense que son père va le suivre. Mais il n'est pas venu. De son canot de sauvetage, Eva assiste à l'engloutissement du Titanic. On entendait les gens hurler. C'est un son affreux. Peu de temps après, je me souviens, j'ai parlé à ma mère des cris, des gens qui hurlaient. Et je m'en souviendrai toujours, elle m'a dit « Oui, mais te souviens-tu du silence qui a suivi ?» Et je m'en souviens. Ce silence m'a beaucoup frappé. Je me souviens, il y avait l'univers, la nuit étoilée, et ces gens qui hurlaient, qui se noyaient. Ça, c'était le pire. Et puis, ce silence, indescriptible. Cette nuit-là, on dénombra 1500 victimes, principalement des hommes, comme si chacun avait suivi le vieux dicton « les femmes et les enfants d'abord ». Dans l'imaginaire du temps, la femme est généralement cantonnée au foyer ou à la frivolité mondaine. Personnages de second rang depuis des siècles, les femmes aspirent à devenir des citoyens à l'égal des hommes. Plus question de travailler pour un salaire inférieur de moitié sans autre droit que le silence. La femme ne veut plus être l'enfant de la famille. Je pensais que les femmes étaient les égales des hommes et qu'elles devaient avoir leur mot à dire. Je pensais que les femmes devaient avoir les mêmes droits que les hommes, que c'était leur vie et qu'elles devaient pouvoir dire ce qu'elles voulaient. Que ce soit au Parlement ou ailleurs, l'opinion d'une femme doit compter autant que celle d'un homme. En Angleterre et aux États-Unis, essentiellement, les suffragettes multiplient les manifestations, entament des grèves de la faim en prison et dénoncent l'injustice d'une société sexiste.
Avec quelques autres qui voulaient le droit de vote pour les femmes, nous nous retrouvions sur la place du marché et on faisait des discours. À l'époque, si on faisait trop de tapage, la police arrivait et nous dispersait. Mais ça ne nous empêchait pas de dire ce qu'on pensait. Par des démonstrations de plus en plus spectaculaires, elles visent à s'attirer la sympathie d'une opinion qui se dérobe. Lors de la fameuse course du Derby en 1913, Emmet Davison va jusqu'à se jeter sous les pattes du cheval portant les couleurs royales et meurt piétiné. La revendication féministe traduit une aspiration générale à la démocratisation de la politique comme des mœurs. Même les enfants acquièrent une dignité propre. On veut à la fois les protéger et les éduquer. L'instruction obligatoire jusqu'à 13 ans en France a rendu les peuples plus lucides et plus exigeants. Les progrès du niveau de vie et de l'hygiène ont remplacé l'inquiétude du lendemain par l'exigence du mieux vivre. La presse, par ses photos et les nouvelles venues du monde entier par téléphone ou par télégraphe, contribue elle aussi à cette extension de l'horizon culturel. Les peuples obtiennent de plus en plus de possibilités de participer à la décision publique. Les campagnes électorales sont pour eux l'occasion de faire entendre leur voix et de choisir leurs représentants. The principles for which we stand are the principles of fair play and a square deal for every man and every woman in the United States. Les candidats savent mettre les techniques les plus modernes, la presse à grand tirage ou le chemin de fer, au service de leurs ambitions ou du programme de leur parti. La politique, ça comptait beaucoup. On était soit démocrate, soit républicain, et les gens avaient ça à l'esprit, même quand ils faisaient des affaires. La politique était vraiment très importante. Conséquence logique de cette effervescence intellectuelle et de la croissance des effectifs ouvriers, le mouvement syndical recrute des troupes considérables. 7 millions de personnes, dont la moitié pour l'Allemagne et l'Angleterre, mais aussi 150 000 en Belgique et même 70 000 en Suisse. Leurs mots d'ordre sont simples. Moins d'heures de travail, mieux payées. Ils trouvent le relais de partis politiques, radicaux ou socialistes, qui font de la défense et de la protection des travailleurs un de leurs slogans. Ils n'hésitent pas, malgré les risques, à recourir à la grève. Celle-ci tourne souvent à l'épreuve de force, ce qui conduit parfois les gouvernements, comme en France, à réquisitionner les cheminots. En 1911, dans cette grève en Écosse, un briseur de grève essaie en vain de se frayer un passage avec sa charrette en dépit du piquet de grève. Résultat, l'ouvrière Minnie Way est licenciée. La grève des charretiers a duré 6 semaines. Oui, 6 semaines exactement. Ils défilaient dans les rues en chantant. Oh, comment c'était déjà?
Nous défilons pour de meilleurs salaires, comme c'est notre droit. Mais nous ne serons pas contents avant d'avoir les 10%, car nous avons le droit de vivre aussi bien que vous. Les conquêtes sociales sont inégales, souvent décevantes. Seules l'Angleterre et l'Allemagne disposent en 1914 d'une vraie sécurité sociale couvrant les grands risques de l'existence, accidents, chômage, maladies et vieillesse. Cette internationale ouvrière est profondément pacifiste. Elle ne peut s'accommoder des bouffées de nationalisme qui saisissent l'Europe. Après la crise marocaine de 1905, les empires centraux, Autriche, Hongrie et Allemagne, n'hésitent plus à multiplier les démonstrations de leur puissance. Au Moyen-Orient et dans les Balkans, ils pratiquent une stratégie de crise afin d'étendre leur influence tout autour de la Méditerranée. En réponse, Russes et Français favorisent des coalitions locales. On s'affronte par États interposés. La guerre est redevenue un mot jeune, paré des séductions de l'instinct belliqueux des hommes. Les Allemands étaient nos ennemis. On sentait le danger de guerre avec l'Allemagne, que l'Allemagne elle-même entretenait une armée puissante et qu'elle se préparait à faire la guerre. Et à faire la guerre d'abord contre nous, contre la France. Le progrès, ce n'est plus seulement celui de la science, mais des premiers avions de combat ou des cuirassés tirant des obus de 900 kilos. La course aux armements est déclenchée. C'est à qui mobilisera le plus d'armes et d'effectifs. On n'hésite pas à allonger d'1 an le service militaire. L'Europe vit dans l'ère de la paix armée, avec 25 millions d'hommes prêts à mourir pour leur pays. On nous avait appris à écrire devoir avec un D majuscule. Et notre devoir était de servir Dieu et la patrie. Un point, c'est tout. Les systèmes d'alliance, qui étaient censés garantir l'équilibre des forces, sont prêts à servir d'engrenage. Il manquait un détonateur, ce fut Sarajevo et l'assassinat de l'archiduc héritier d'Autriche par un nationaliste serbe. L'ultimatum autrichien est rédigé dans des termes soigneusement inacceptables, même si, un mois durant, on ne croit pas à la guerre. À leur tour, les Russes mobilisent dans une atmosphère de résignation inquiète. On ressentait une grande tension, l'imminence d'une guerre. J'ai demandé à un camarade, est-ce que tu souhaites que cette guerre éclate? Il m'a répondu oui. Je lui ai dit moi aussi. Nous ne comprenions pas ce qui allait nous arriver. Enfin, Paris voit fleurir les affiches de la mobilisation générale le 2 août. Les Français, comme les autres, sont convaincus de leur bon droit. Ils partent, sinon joyeux, du moins résolus et optimistes, pour conjurer définitivement la menace allemande. Même les adversaires les plus déterminés de la guerre adhèrent à l'union sacrée. L'Europe est en guerre. Elle met entre parenthèses les espérances qui avaient salué l'entrée dans le siècle. Que la guerre dure un trimestre comme on le croyait, ou davantage, plus rien ne serait conforme au rêve de 1900.